Salut à toi et bienvenue sur le podcast Axe Open, le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti. When I decided to hack you, whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic. Vous en voulez à la terre entière, à la société. J'emmerde la société. Je sais que vous avez beaucoup de raisons d'être en colère, mais ce n'est pas en refoulant toutes ces émotions à l'intérieur de vous que vous irez mieux. Bonjour à tous et bienvenue dans le 30e épisode du podcast d'Axe Open. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler sécurité et plus particulièrement de la sécurité des applications web. Alors on commencera par parler des principaux enjeux et des impacts de la sécurité, puis on viendra sur une partie un peu plus technique pour partager nos bonnes pratiques à mettre en place lorsque vous réalisez des projets web. Pour parler du sujet, j'ai avec moi autour de la table mes fidèles Philippe. Bonjour. Et Arthur. Bonjour. Et on a aussi Romain qui nous fait sa 3e apparition il me semble. Ouais, salut. On a Thomas. Salut. C'est la première fois aussi je crois. Première fois, ouais. Et Louis aussi, sa première fois. Salut. On fait des baptêmes aujourd'hui. Ça fait 3 épisodes qu'on a des nouveaux à chaque... C'est clair, c'est génial. Chaque podcast. Bien, on recrute. Un peu de fraîcheur. Ouais. Enfin, sympa pour nous. No offense, les gars, je vous adore, mais on c'est va bien. venir, je crois. Ça fait mal. Oh, les victimes. Bon, pour commencer, on va faire comme d'habitude, on va commencer par poser les bases. Du coup, aujourd'hui, donc comme j'ai dit, on va parler de sécurité informatique, mais il faut dire que la sécurité informatique, c'est un vaste sujet qui fait beaucoup parler, tous 5-10 dernières années. Donc Philippe, sécurité informatique, qu'est-ce que ça englobe dans les termes généraux et de quoi est-ce qu'on va parler plus particulièrement aujourd'hui ? Alors effectivement, la sécurité informatique, ça recoupe tout un tas de procédures. L'idée, c'est toujours un peu de faire en sorte que personne manipule l'application ou pénètre une application, vole des données, ce genre de choses. Donc ça veut dire tout et n'importe quoi dans la tête des gens. Aujourd'hui, ce dont on va parler de sécurité applicative, donc orientée développement. On parlera pas de sécurité infrastructure, ni de sécurité matérielle, de firewall, de choses comme ça. C'est pas notre périmètre à nous, il y a des gens qui font ça très bien. Là, on parlera vraiment de sécurité, de tout ce qui est des API, de la mise en place de protocoles au niveau des navigateurs, ce genre de choses, mais on parlera pas de sécurité purement physique, ou réseau, ou ce genre de choses. Donc on se pose vraiment, pour ceux qui connaissent le modèle OSI, au modèle applicatif. Ok, et du coup ça couvre quoi la sécurité applicative dans les grandes lignes ? Alors la sécurité applicative, ça va couvrir à tout ce qu'on va pouvoir mettre en place dans les normes de développement, dans le développement, dans tout ce qui est l'authentification, identification, ce genre de choses, qui vont faire en sorte que personne puisse utiliser l'application s'il n'a pas le droit d'utiliser et de voler des données et de la détourner de son usage principal. D'accord. Et c'est la sécurité applicative, c'est quelque chose de... Enfin, c'est venu avec la création des applications. Tu peux nous faire un petit point historique ? Ah oui, c'est ça. Nous vivons tous un moment historique. Non, alors en fait la sécurité c'est un sujet qui a toujours existé en informatique, qui a pas toujours été pris en compte parce qu'à l'époque on s'en foutait un peu, et puis globalement ce qu'on faisait c'est à la grande époque des applications clients lourds, c'était sécurisé presque dans le périmètre de l'entreprise, donc on avait moins de problèmes de sécurité qu'aujourd'hui. Aujourd'hui la majorité des applications sont disponibles worldwide et du coup ça engendre des problèmes de sécurité qui n'existaient pas avant. Maintenant, vous avez des applications cœur de métier, type des ERP, qui sont disponibles directement à travers Internet, et du coup, l'enjeu de sécurité a forcément été décuplé. Sachant que, rajouté à ça, les attaques ont aussi été décuplées ces dernières années, donc l'un dans l'autre, c'est un sujet sur lequel il faut faire de plus en plus d'attention. Parce que j'allais dire, c'est devenu vraiment un sujet essentiel, enfin, on en parle partout maintenant. Voilà, on en parle partout, alors il y a toujours un peu cet effet de mode là-dessus, mais c'est vrai que c'est un sujet maintenant, il faut là-dessus. En particulier pour les entreprises qui sont vraiment orientées grand public, il faut faire encore plus gaffe que les applications B2B, mais néanmoins, il faut que les applications B2B fassent le même niveau d'exigence là-dessus. Tu parles, ouais. Je pense qu'il y a aussi Après, je sais pas, Philippe, tu me contrediras si c'est pas vrai, mais je pense que depuis quelques années, il y a surtout une augmentation de robots et d'automatisation des hacks qui sont faits, qui scratchent le web et qui juste essayent de mettre des virus, d'envoyer des ransomware dans les applications et pour demander des rançons derrière ou même pour empêcher juste pour embêter les gens, j'ai envie de dire. Je pense qu'il était moins présent il y a 5-6 ans. Ouais, je pense qu'effectivement, il y a un business qui s'est développé autour de ce genre de choses qui fait que c'est de plus en plus à la mode. Après, c'est presque c'est presque le plus facile à sécuriser. Ce qui est le plus dur à sécuriser, c'est vraiment un attaquant spécifique qui en veut à votre système d'information, qui veut voler des données, qui veut récupérer des informations. Et là, se protéger contre ce type d'attaquant, c'est beaucoup plus dur. Parce que j'ai l'impression que c'est plutôt des attaques un peu random. Tu parlais des robots maintenant. La majorité des attaques, c'est des attaques, comme tu dis, c'est des random, c'est des bots qui tournent, qui checkent des vulnérabilités. Mais ça, c'est presque c'est pas facile, mais c'est presque facile de se protéger. On peut facilement suivre une liste de points à faire. On les fait tous. Normalement, on est assez à jour. Mais oui, un attaquant qui veut vraiment faire, il trouvera pas forcément toujours, mais
il peut trouver techniquement... Sachant que les attaques de type bots, ils s'attaquent surtout à des logiciels génériques du marché ou des open source classiques, des WordPress, ce genre de choses, sur lesquels il y a des failles qui sont connues et dès qu'il n'y a pas de mise à jour, ils passent. Sur les développements spécifiques, ce qui est plus nos cœurs de métier, ces bots, ils marchent pas parce que comme c'est spécifique, c'est plus compliqué. Et là, généralement, c'est plutôt des attaques, des vraies attaques de gens qui veulent vraiment pénétrer. Et là, c'est un autre sujet, encore un autre sujet. Pour en revenir sur les attaques de robots, je sais que par expérience personnelle, j'avais fait un système de log où en fait on voyait les robots se connecter sur le site internet. Souvent c'était des sites WordPress et ils venaient taper sur des choses classiques avec un WP admin. Ils essayaient les généralités en fait du WordPress et d'essayer de trouver des failles classiques faciles à exploiter. Ouais, ils scrollent ton site et du coup ils chopent des failles assez facilement. C'est ça, ouais. Pareil, ils scannent des ports sur les serveurs. Bon, ça, c'est de la sécurité d'infrastructure, mais ils scannent les ports sur les serveurs pour essayer de voir s'il y a des ports classiques type MySQL, MongoDB, Postgre, qui sont ouverts. Et s'ils sont ouverts, ils vont mettre en place un ransomware. Donc, en gros, un ransomware, c'est crypter la base de données. Et en gros, envoyer un message à l'utilisateur en mode si vous nous donnez 1 000 €, on vous rend vos données, sinon elles sont perdues. Ce qui est d'ailleurs quasiment, enfin, même si vous payez en général 99% du temps, ils vous rendent pas vos données parce qu'ils les ont pas gardées. Ils ont crypté avec une clé de chiffrage indécryptable et puis ils l'ont pas gardé. Donc c'est le plus dangereux si jamais on n'a pas de backup. Mais ce genre d'attaque, si on a des backups, au final, si ça a été fait, souvent c'est fait dans la nuit, donc vous récupérez le backup de la veille et il n'y a aucun souci. Et du coup, les principaux problèmes de sécurité, ils viennent d'où aujourd'hui? Les vulnérabilités, elles se positionnent où au niveau du réseau, du serveur, de la base de données, de l'applicatif? Alors, il y a des vulnérabilités à tous les étages. Tout ce qui est en dessous du modèle applicatif, c'est généralement maintenant c'est de plus en plus traité par l'hébergeur qui lui a ses protocoles de sécurité, qui est capable de gérer tout ce genre de choses. Et après au niveau du domaine applicatif, ça retombe dans des boîtes comme les nôtres, dans lequel il faut par le développement ou par des mises en place de protocoles de sécurité faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de failles. Et au niveau des bases de données aujourd'hui, est-ce que c'est comme les hébergeurs, la majorité des attaques maintenant les bases de données, il faut se comprendre, c'est dans l'architecture, il y a la partie web, il y a la partie API et derrière la base de données est de moins en moins exposée sur internet, enfin c'est quasiment jamais le cas, donc c'est assez rare qu'on se fasse pirater en direct les bases de données parce qu'il faudrait passer par l'applicatif et les rares attaques qui existaient, qui étaient des attaques de type SQL injection ou ce genre de choses, maintenant sont protégées par les frameworks de développement, donc c'est quasiment inexistant, quoi. D'accord. Et si du coup on rentre un peu plus donc dans le côté technique, on s'intéresse à une appli web, si vous pouvez m'expliquer un peu la composition d'une appli web classique, j'ai envie de dire, et ensuite comme ça on va descendre aux différents niveaux de sécurité à mettre en place, que ce soit le back, le front, etc. Arthur, je te laisse nous faire une petite explication de l'architecture, comment est composée une appli web aujourd'hui de manière assez classique. Ouais, comme disait Philippe, on a donc le back-end qui va traiter toutes les requêtes qui sont faites par le client. Donc ça permet un peu d'avoir un tampon entre la base de données, tous les autres services, par exemple de logging, etc., et le client. Et donc en fait c'est le back-end qui va en gros filtrer en dehors de tout ce qui est firewall, proxy, etc., qui va filtrer et traiter les données et les requêtes donc faites par le client. Donc c'est, on va dire, là où sont le plus mis en place les protocoles de sécurité, voilà, donc c'est là le plus important. Donc faire attention à ce que pas n'importe qui puisse appeler votre back-end sur n'importe quel point d'entrée, qu'on puisse pas spammer la base de données, rentrer n'importe quel... Typiquement, ça c'est pas du tout. Typiquement, Arthur, typiquement. Typiquement, ça fait en anglais. Typically. Ça fait exotique, hein. Ouais, non, c'est beau. Typiquement, le problème, c'est par exemple si on a un champ, on va dire, en base de données texte et qu'il n'a pas de limite de taille, un attaquant pourrait très bien envoyer une requête avec un texte de 50 gigas et éclater votre application. Donc voilà, donc c'est des petits trucs qui sont mis en place comme ça. On va revenir dans le détail sur la sécurité du back. Et du coup, après, on a le front-end, donc c'est ce qui va être utilisé par le client sur le navigateur. Et donc là, le plus important globalement, c'est juste de pas mettre des informations qui sont sensibles, type des clés API, des clés de cryptage, de tout ça. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose, je pense, à faire côté front. Dans tous les cas, c'est du JS. On peut mettre en place un certain nombre de mesures. Oui. Il y a quelques trucs. Il faut considérer que l'application front, par définition, elle est unsecure parce qu'elle est chez le client. Il n'en a pas la main dessus. Le client peut faire plus ou moins tout ce qu'il veut. Il peut voir tout le code, il peut voir tout ce qu'il veut. Même si, par exemple, en Angular, vous mettez un ngIf, dans le code, on dit, il n'est pas affiché par le navigateur, mais si l'attaquant cherche vraiment, il peut trouver le code où il veut, en fait, vu qu'il existe quelque part. Et de manière générale, du coup, quand vous démarrez un nouveau projet d'appli web comme ça, est-ce que vous mettez des sécurités
global, j'ai envie de dire, en place, ou est-ce que c'est des sécurités qui appartiennent directement au back, au front, qui sont directement spécifiées? Alors généralement, quand on lance un développement, on se base sur un framework de développement type Spring, type Symfony pour ceux qui font du PHP, type .NET Core, dans lequel il y a déjà toute une implémentation de sécurité que vous avez la liberté ou pas d'utiliser, et en fonction de ça, ça vous met déjà une bonne couche de sécurité sur votre application. D'accord. Voilà. Donc généralement, il faut respecter les standards aujourd'hui de sécurité, et ça permet de faire une sécurité à minima de votre applicatif. Ok. Bah, c'est pratique du coup, s'ils embarquent déjà. C'est pratique, mais du coup, c'est loin de faire le tout le travail, ouais. Mais ça permet d'avoir une certaine sécurité. Quelques bases de sécurité. Ce qui est l'authentification, au moins, elle est sécurisée normalement au maximum. Et donc, si on suit un peu les protocoles d'authentification, déjà, on n'aura pas de problème de ce côté-là. Mais on peut toujours, un développeur peut toujours créer un endpoint qui donne accès à toute la base de données. Et du coup, il y aura beau avoir toutes les couches de sécurité que tu veux. L'attaquant, il peut juste taper là-dessus et c'est fini. Yes. Si on parle un peu plus du coup donc de la sécurité au niveau du back, donc tu parlais Arthur de l'authentification, vous mettez des choses particulières en place pour juste, enfin à ce niveau-là, où vous mettez une authentification justement en place pour faire un peu de déjà peut-être définir ce que c'est que l'authentification. L'authentification, ouais, dis-moi. L'authentification, c'est vraiment être capable d'identifier la personne qui interagit avec votre système. D'accord. Donc c'est de dire c'est Camille qui est en train d'interagir avec mon système, et pour faire ça il y a différentes solutions. Pendant très longtemps on faisait des logins mots de passe en base de données et compagnie. Aujourd'hui c'est de moins en moins le cas, on utilise des protocoles qui permettent d'avoir des niveaux de sécurité supérieurs, ou pouvoir se connecter par exemple avec un Google, avec un Facebook, avec un LinkedIn ou ce genre de choses, et on se base sur des tiers de confiance qui font cette partie-là. Et eux se basent sur des protocoles de sécurité. Alors on peut en citer, il y en a aujourd'hui à peu près 3, il y a OAuth 2, il y a OpenID et il y a SAML, qui n'ont pas tous la même technologie, les mêmes périmètres applicatifs de ce qu'ils font, mais l'idée c'est de vous interconnecter avec ces systèmes-là là-dessus. Et si vous utilisez ce système-là ou ces systèmes-là, vous êtes certain que grosso modo, vous n'avez pas de faille de type accès, vol, password, mot de passe, ce genre de choses. Ou alors si elle y est, c'est une faille gigantesque. Elle sera corrigée d'ici les 2 heures. Quoi. Ouais, et il y aura beaucoup de gens impactés sur le problème. Ouais, voilà. Absolument. À peu près le monde entier, en fait. C'est ça. Mais du coup, voilà, il vaut mieux, en termes de sécurité, il faut pas trop s'amuser à réinventer la roue. Il faut essayer de se baser au maximum sur les standards qui existent en termes de sécurité. C'est déjà bien compliqué à mettre en place. Ne nous enflammons pas sur ce genre de choses. Et puis en plus, ils sont tellement standards que maintenant tous les frameworks, que ce soit front et back, ont une librairie faite par soit le fournisseur, soit quelqu'un, et du coup qui est on va dire digne de confiance. Ouais. Que par exemple Google, ils, tout leur, que ce soit React, Angular, ils ont tous des packages Google Authentification qui permettent d'avoir une authentification sécurisée et maintenue par Google, quoi. Okay. Et au niveau du contrôle d'accès, alors je sais pas si on définit un petit peu ce que c'est. Ouais, effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut différencier le fait qu'une personne soit identifiée du fait de ce qu'elle a le droit de faire sur votre application. Généralement, l'authentification, tout le monde l'a sur son application. C'est-à-dire identifier qu'une personne est identifiée, c'est la fonctionnalité de base, c'est le login. Par contre, le contrôle d'accès, c'est vraiment de dire cette personne, donc Camille, a le droit ou pas d'activer une fonctionnalité dans le logiciel. Et ça, historiquement, dans les applications clients lourds, c'était directement fait en fait en affichant ou pas le bouton. C'était ça la sécurité. Maintenant, c'est plus possible de faire ça parce que vous avez une API qui doit répondre à tous les clients, et du coup, c'est au niveau de l'API qu'il faut être capable de contrôler en disant Camille, qui est en train d'interagir avec mon système, a le droit ou non d'activer la fonctionnalité. Je veux dire, c'est ni plus ni moins que la gestion des droits, finalement. C'est ni plus ni moins que la gestion des droits. Voilà. Mais c'est vraiment un sujet qui est différent de l'identification. Souvent, on a tendance à penser, la personne identifiée, c'est bon. Mais non, en fait, si vous êtes identifié, vous pourriez faire tout et n'importe quoi dans l'application. Là, le contrôle d'accès, c'est vraiment être capable de dire ce que la personne a le droit de faire dans l'applicatif. On retrouve souvent, basiquement ce qu'on appelle les droits. Ouais, les droits, et on retrouve souvent d'ailleurs dans les applications différents niveaux de droits selon les applications qui sont faites et les personnes. Et je pense qu'il faut jamais oublier, c'est que il faut faire pour ce qui est du contrôle des droits, il faut faire les vérifications sur le front et sur le back. Comme je disais, le front est accessible par tout le monde, n'importe qui, même si on a un utilisateur, on n'a pas accès au bouton admin, mais théoriquement, on peut appeler, si on connaît l'URL de l'endpoint, on peut appeler l'endpoint admin, et si l'authentification est faite, enfin, le contrôle d'accès est fait que sur le front, un attaquant pourra trouver, soit au hasard, soit grâce à du scanning, pourra trouver le endpoint et du coup se faire passer pour un admin. Donc ne jamais oublier que... Et ça, honnêtement, il y a beaucoup d'applications qui ne sont pas protégées là-dessus. Oui. Il y a plein de clients qui ont des applications sur lesquelles vous êtes identifié, mais il n'y a pas de contrôle d'accès. C'est ça. Ou un contrôle d'accès tellement faible que c'est équivalent à rien, quoi. On pourrait même étendre ça à plus que la gestion des droits, mais la gestion tout court, en fait.
Tout l'aspect métier, les tests de sécurité, tout ça, ça doit être fait côté back et pas côté front, parce que côté front, comme on l'a dit, le client il a accès au code, il peut faire ce qu'il veut avec. Et cacher un bouton, ça suffit pas à empêcher de faire l'action. C'est le petit truc qu'on fait comme impression, enfin F12 ou... C'est ça. C'est ça. F12, on a accès au HTML. Après, maintenant, les Angular, c'est minifié dans du JS, donc c'est un peu plus dur de récupérer les infos, parce que toutes les variables s'appellent A, B, C, D, enfin, c'est compliqué, mais c'est toujours faisable. Techniquement, c'est toujours faisable. On peut parler aussi peut-être un peu plus des données maintenant, l'intégrité des données qui est un gros sujet. Alors l'intégrité des données, c'est effectivement un sujet. L'idée, c'est d'être capable de prévenir l'altération des données côté back. D'accord. Comme le disait un petit peu Arthur, c'est une fois qu'on sait qui est la personne, qu'elle a le droit de faire quelque chose, il faut encore que cette personne qui a le droit de faire l'action, cette action, elle peut pas la pervertir pour aller modifier d'autres données. Fracasser la base de données, comme disait Arthur, en envoyant 50 gigas dans un truc, ou modifier des données d'un autre contrat, enfin ce genre de choses. Donc ça, vraiment, l'intégrité des données, c'est un des sujets les plus importants, c'est d'être capable de garder une application qui soit saine, si je puis dire, et fonctionnelle. Et puis c'est assez long au final, parce que à chaque fois qu'on crée un nouveau point d'entrée, donc au back-end, il va falloir s'assurer que ce soit bien la personne qui est connectée qui ait le droit de faire cette action. Donc par exemple sur un contrat, si Philippe se connecte et a le droit d'accéder à un contrat, il faut bien faire attention dans le endpoint au moment du process des données que Philippe a droit de modifier ce contrat, parce que sur la requête il peut juste changer l'ID du contrat de 2 à 3, il peut aller modifier un contrat au hasard si jamais ça n'a pas été fait côté back. Et donc à chaque requête il faut faire attention. Si on résume, le contrôle d'accès, c'est vraiment il a le droit ou pas de modifier un contrat, et l'intégralité de tout ça, c'est est-ce qu'il a vraiment le droit d'aller modifier ce contrat-là. En fait, on descend de plus en plus bas dans la sécurité. Dans la finesse, ouais. Mais ça devait être super long à mettre en place. C'est très très long à mettre en place. Il faut à chaque fois faire attention, soit au niveau des requêtes, soit au niveau du code. Et c'est très très laborieux. Si on parle un peu, donc, pour continuer sur les données, de la confidentialité. Ça, c'est un des sujets majeurs, et puis qui devient de plus en plus majeur avec tout ce qui est RGPD, c'est qu'il faut être absolument certain que les données qui soient saisies soient confidentielles et pas récupérables par d'autres gens là-dessus. Donc là, c'est presque pas de la sécurité au sens pur, mais c'est une notion de sécurité étendue à les données, elles doivent être stockées correctement, pas volables, pas machin, que même ça va plus loin, c'est-à-dire que même les développeurs n'aient pas accès aux données de leurs clients, ce genre de choses. C'est encore un truc encore plus dur à mettre en place. Et ça pour le coup, c'est des sujets qui sont vraiment récents. La confidentialité des données, c'est vraiment quelque chose qui est apparu ces dernières années. Ça fait 5 ans qu'on en parle maintenant. Et aussi la non-répudiation. Alors, ça, je sais que ça te fait rire comme terme. En fait, c'est un sujet qui devient de plus en plus important, c'est d'être capable d'assurer la fiabilité de savoir si, par exemple, Camille a modifié le contrat 12 et qu'elle avait le droit de modifier le contrat 12, qu'on soit certain que Camille ne puisse jamais dire que c'est pas elle qui a modifié le contrat 12. Qu'on puisse suivre. Voilà, en fait. qu'on puisse, c'est une sorte de traçabilité et de dire, bah non, on est certain que c'est Camille qui a fait ça, et ça, on peut l'assurer. Maintenant, on a des protocoles de signature ou ce genre de choses qui nous permettent d'assurer la traçabilité et d'être certain que c'est la personne qui a fait la modification, et on est capable de remonter très très loin. Mais c'est quoi, c'est ni plus ni moins qu'un historique Alors, ça va plus loin qu'un historique parce qu'il faut s'assurer avec des mécanismes de signature que tu as modifié, quel type de données tu as modifié, mais on est capable aujourd'hui de faire cette traçabilité. Ok. Donc, ouais, on peut plus rien faire sans être fiché. Hein. Oui, c'est ça. Et puis en plus, ce qu'il faut se mettre en tête, c'est que maintenant, et peut-être qu'on en parlera de manière plus ouverte, c'est que si vous avez une faille aujourd'hui, il y en a plein qui ont des failles, ça arrive tout le temps. Il faut être capable de remonter la faille et d'être capable de dire quelles sont les données potentielles qui ont été perturbées et qu'est-ce que l'attaquant a pu potentiellement voler. Donc plus vous avez une traçabilité qui est fine, plus vous êtes capable de remonter sur ça. Au tout début, quand on se faisait hacker, on était incapable de dire ce qui avait été volé. Aujourd'hui, on essaie de plus en plus de mettre des outils en place qui permettent de dire le périmètre un petit peu de la faille. Parce que si ça se trouve, le hacker, ça fait 2 semaines qu'il a accès à la base, et il a tout modifié, vous l'avez pas vu, et c'est juste le client qui vous a appelé parce qu'il a vu qu'il manquait un contrat, et au final, toute la base, elle est corrompue. Et ça, vous le savez pas, quoi. Et ça, c'est très, très compliqué à mettre en place. C'est pour ça que quand vous entendez dans l'actualité des failles de sécurité, généralement, l'entreprise met pas mal de temps avant de dire quel est le périmètre qui a été volé, parce que c'est pas simple à faire, quoi. Et généralement, ils communiquent sur le périmètre max, ce qui est pas forcément le périmètre qui a été volé, mais sur ce qu'ils estiment être la portée de l'attaque. Et dernier sujet, avant de parler un peu plus du front, c'est la protection contre l'analyse du trafic. Alors ça, pour le coup, c'est la plus facile à mettre en place. C'est ce que vous retrouvez au niveau des protocoles de chiffrement, en grosso modo, les protocoles HTTPS. C'est de faire en sorte qu'entre la personne qui utilise un service, en gros son navigateur ou son téléphone, et l'API, il y ait personne qui puisse aller voler des données. D'accord.
Sachant qu'aujourd'hui, avec les certificats SSL que vous avez, personne ne peut voler les données. C'est quasiment incassable, hormis les gouvernements qui, généralement, ne cassent pas le certificat, mais ont accès au certificat. Donc, c'est un peu plus simple, mais grosso modo, vous n'avez pas trop de problèmes de ce côté-là. Mais que ce soit voler les données ou se faire passer pour la personne qui envoie le message original. D'accord. Est-ce que vous avez, pour finir sur le bac, deux, trois bonnes pratiques à partager, je sais pas, par exemple, est-ce que vous faites des doubles authentifications? Est-ce que vous faites des requêtes spéciales en SQL, etc. Moi, ce que je dirais, mais du coup, ça va revenir un peu avec le front, c'est différencier les objets qui représentent la base des objets qui transitent avec le front. Donc, on va y revenir, mais en gros, nous, on utilise des objets. Donc, on a un objet qui sert à représenter la base de données, donc la table concrète, qu'on appelle des BO pour Base Object. Et on a des objets qu'on appelle des DTO, donc pour Data Transfer Object, qui eux servent uniquement à transiter avec le front. Et donc comme ça, en fait, on n'a pas les mêmes informations. Et ce qu'on envoie à l'utilisateur, ça représente pas forcément ce qu'il va avoir dans la base de données. Donc ça peut être une sécurité de bien différencier les deux. D'accord. Puis sur le sujet des projets en PHP ou choses comme ça, quand on communique directement du front, on fait des appels en Ajax par exemple avec un fichier PHP qui communique avec la base de données. C'est important de souvent faire des vérifications en regex de ce qui a été rentré par l'utilisateur dans l'input ou des choses comme ça pour éviter que des choses classiques comme des injections SQL ou des failles qui pourraient être présentes dans l'algo, vérification de droit toujours dans les fonctions et de ne pas faire passer les informations dans le JavaScript. Bien crypter toutes les données. Ça marche. Bon, maintenant, on va passer du coup un petit peu au front. Quelles sont les bonnes pratiques que vous mettez en place? Donc, tu nous le disais, Thomas, de séparer un peu les notions d'objet entre le front et le back. Au niveau du navigateur, ce que vous dites, c'est que le front, finalement, tout est exposé à travers le navigateur. Et est-ce qu'il y a une sécurité déjà il faut considérer que l'application front, vous la maîtrisez pas. D'accord? Et que du coup, un attaquant peut faire... C'est rassurant, Philippe. Voilà, c'est toujours rassurant. Mais en gros, l'idée, c'est de partir du concept que vous le maîtrisez pas. Et donc, du coup, vous pouvez rien faire en soi pour contrôler ce que va faire l'attaquant avec votre application. Par contre, ce que vous pouvez faire au niveau du front, c'est protéger les utilisateurs de votre application contre d'autres types d'attaques qui sont des attaques, grosso modo, de cross-scripting ou ce genre de choses, qui sont des attaques où vous êtes un utilisateur gentil qui utilise l'application, il y a un méchant qui vient vous perturber dans l'utilisation de votre application. Donc ça, il y a plein de mécanismes de sécurité qu'on peut mettre en place. Et ça, généralement, on se base sur la sécurité du navigateur. Aujourd'hui, si vous utilisez des navigateurs à peu près récents, que ce soit des Chrome, des Firefox ou des Edge, ils mettent en place des sécurités de type CORS, qu'on appelle CORS, qui permettent de mettre en place, en tout cas, l'applicatif peut dialoguer avec le navigateur, peut lui envoyer une information pour lui dire attention, voilà ce que l'application aura le droit de faire et voilà ce qu'elle aura pas le droit de faire, et du coup votre navigateur peut sandboxer et avoir une certaine couche d'isolation. Et c'est ce type de sécurité qu'on peut mettre en place sur le navigateur, qui sera pas pour se protéger contre un attaquant, mais qui sera pour protéger un utilisateur gentil et sain d'un utilisateur malveillant. D'accord. Et aujourd'hui, ce qui est mis en place par, c'était les plus connus, mais Chrome ou encore Firefox, c'est... Alors en fait, ça existe depuis un certain nombre d'années, tout ce qui est la sécurité core. C'est assez pénible à mettre en place parce qu'en termes de développement, ça demande de bien le paramétrer, mais ça permet en gros, grosso modo, si on fait très simple, ça permet de dire depuis l'application back, de dire à votre application front, à votre navigateur, ce qu'il a le droit ou pas d'utiliser. Grosso modo, est-ce qu'il a le droit d'aller charger un site d'un autre site web, ce genre de choses. En gros, l'idée, c'est l'attaque la plus classique et la plus facile à mettre en place pour un attaquant, c'est partons de Romain qui veut attaquer Camille sur un forum, par exemple. Romain va envoyer un script, d'accord, dans un commentaire. Ce commentaire va transiter à la base de données, va être envoyé à Camille, et Camille, sur son navigateur, va s'afficher un script, et du coup, va s'exécuter et lui voler ses données. Voilà. Où il va mettre un lien ou ce type de choses. Et ça, on a la possibilité, depuis avec cette sécurité, de dire à votre application, de dire au navigateur, non, t'as jamais le droit d'exécuter un script qui est dans une page, t'exécutes que les scripts que j'ai clairement identifiés comme étant exécutables, et du coup, vous offrez une sécurité supplémentaire à l'application. D'accord. De la même manière, il y a des sécurités, alors pour le coup, qui sont assez récentes, qui peuvent permettre de dire à l'application, au navigateur, tu n'as pas le droit d'utiliser la géolocalisation, tu n'as pas le droit d'utiliser le micro, tu n'as pas le droit d'utiliser la caméra, ce genre de choses. Ce qui permet, dans tous les cas, même si votre application elle est vérolée et violée, de dire
au navigateur applique une couche de sécurité supplémentaire. Parce que finalement, quand on nous demande par exemple les autorisations, enfin, c'est souvent sur des sites, est-ce que vous m'autorisez à utiliser la géolocalisation, etc. C'est ce dont tu parles. Voilà, c'est ces fonctionnalités-là qui sont par défaut ouvertes sur le navigateur. C'est-à-dire que le navigateur va vous demander en tant qu'utilisateur, mais vous avez la possibilité en tant qu'application de dire non, mais mon site, il a aucune raison de demander la caméra. Si quelqu'un demande la caméra, c'est qu'il y a une faille de sécurité, donc tu bloques. Et donc le navigateur, lui, il est capable de faire ça et ça le fait très bien. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne recommande pas du tout d'utiliser des très vieux navigateurs comme Internet Explorer 7 ou même 11, parce qu'ils n'ont pas tous ces mécanismes de sécurité, et donc les attaquants peuvent prendre parti et peuvent, en plus de ne pas avoir toutes les fonctionnalités du JavaScript et des CSS, etc., il y a aussi un gros enjeu de sécurité derrière l'utilisation des très vieux navigateurs. Pour continuer sur le front, on parlait brièvement tout à l'heure, le stockage des variables, du coup, vous mettez quoi en place pour justement... L'idée, c'est encore une fois, sur le navigateur, on peut pas faire confiance. Donc, il faut pas stocker, comme disait... En fait, la faille la plus classique, c'est les gens qui stockent des tokens de sécurité, ce genre de choses directement dans le navigateur. Ou dans le cookie, par exemple, ça c'est le truc classique, et un autre site peut lire le cookie d'un autre, et du coup, très rapidement récupérer l'information. Donc, si vous êtes à peu près raisonnable dans la manière d'utiliser, stockez rien sur le navigateur dont vous n'êtes pas sûr que... Enfin, il faut se dire que ce qui est sur le navigateur va être volé et volable, donc du coup, ne stockez rien d'important. Si par exemple, vous devez faire, vous devez utiliser une API de Google qui a besoin d'un token Google, et au lieu d'appeler directement l'API Google depuis votre front, vous faites un service, vous faites un endpoint back-end qui va appeler depuis le back l'API de Google, donc vous allez appeler votre back qui lui va appeler Google, qui lui va renvoyer les données. Donc ça fait un intermédiaire de plus, mais au moins le token de Google est caché. Entre guillemets en sécurité. Entre guillemets entre sécurité. Et comment vous y prenez pour gérer les données que vous récupérez du coup via les applis web ? Alors, pour les sécuriser, 80% du temps, votre framework le fait tout seul. Si vous utilisez un langage typé, type Java, type .NET, en gros, ils peuvent pas mettre autre chose qu'un string dans un string, un number dans un number. D'accord. Ça veut pas dire que dans le string en tant que tel, ils peuvent pas mettre n'importe quoi, mais au moins, vous êtes sur la sécurité des types, vous y êtes. Après, si vous utilisez un ORM, généralement, vous avez le contrôle de la taille qui est mis en place, et c'est quasiment impossible de faire des injections sur ce genre de choses. Donc, si vous utilisez correctement les frameworks mis en place dans votre développement, il y a peu de chances que vous soyez attaqué sur ces biais-là. Okay. Même mettre des regex directement sur des expressions régulières directement sur les variables, on peut mettre de plus en plus de choses. Pour les nombres, on peut mettre un maximum, on peut mettre un minimum, on peut mettre empêcher les décimales, les négatifs, etc. Donc on peut vraiment, au niveau du code, même au niveau de la déclaration des classes, mettre tout un tas de sécurité et dont on n'aura pas à se soucier plus tard. Il y a même des regex qui sont intégrés de base, je sais que pareil, où ça peut enlever, l'utilisateur vient mettre des codes, ça enlève tout de suite les codes derrière pour éviter qu'il y ait des trucs où ils évitent au maximum les failles. Parce que pareil, au final, on parlait brièvement des injections de code, finalement on pourrait très bien, étant donné que c'est assez ouvert, qu'il y ait quelqu'un de malveillant qui vienne... faire une injection et finalement après l'appli elle fait plutôt... ça dépend de la technologie. En Java on pourra jamais injecter de code puisque c'est du compilé. Après tout ce qui est Node, il y a une balise qui s'appelle process je crois, ou exec, je sais plus trop. Où en gros ça exécute du code JS en string et donc ça c'est totalement à prescrire puisque n'importe qui peut aussi. Comment ? Il va pouvoir le faire en eval. Oui, voilà, c'était ça, pardon, c'était eval. Qui permet donc d'évaluer, donc de compiler du code JS depuis un string. Donc il peut être pratique des fois quand on veut récupérer, par exemple, si on met des strings en base de données, mais à utiliser avec parcimonie, parce que déjà, c'est pas du tout optimisé, vu qu'il le fait au runtime. Et en plus, n'importe qui peut envoyer un script à envoyer. Donc vraiment à faire attention à ça. C'est écrit en général dans les docs de eval de faire très très attention parce que c'est souvent même désactivé. Oui, c'est souvent désactivé. Si on met en strict, c'est désactivé. Les IDE mettent des warnings aussi. Mais c'est très très dangereux. Du coup, c'est vraiment à utiliser si on n'a pas d'autre choix, quoi. Vous avez d'autres bonnes pratiques à partager sur le front ou on a fait... moi, je vais revenir sur les DTO. Je disais de séparer les objets qui représentent la base de données de ce qu'on envoie à l'utilisateur. Donc ce qu'on envoie à l'utilisateur, il faut vraiment que ce soit uniquement ce qu'il a besoin de voir et ou ce qu'il a besoin d'envoyer. Mais tout ce qui sert à rien côté front, en fait, il faut pas l'envoyer parce qu'on a déjà eu des applications où pour afficher un nom d'utilisateur, par exemple dans une liste, on affiche tout l'utilisateur, on envoie tout l'utilisateur. Donc avoir connaissance de par exemple l'adresse, numéro de téléphone, ça n'a pas d'intérêt pour l'utilisateur. Je pense qu'effectivement il faut essayer de minimiser, comme tu dis Thomas, le maximum d'informations que vous envoyez. Il faut minimiser la surface d'attaque. Quitte à faire plusieurs endpoints, ça coûte moins cher de faire 5 endpoints pour récupérer à chaque fois une information que de faire un seul endpoint qui en plus va faire plus de... Bon après on n'a plus trop de problèmes de connexion internet, mais envoyer 10 KO de plus qui sert à rien...
Donc vraiment, pas hésiter, un endpoint, ça coûte rien du tout au serveur de plus, quoi. Après, il y a aussi, je sais que moi j'utilise beaucoup tous les ajouts de scripts, de links, etc. sur les pages HTML. Il y a le cross-origin qui permet aussi de sécuriser beaucoup ça pour avoir une identification là-dessus et qui permet de pas violer en fait le script qu'on ajoute sur notre site. Donc, je sais que beaucoup de sites ne le font pas, beaucoup de gens ne le font pas, donc c'est important de le faire aussi de ce côté-là. Ça marche, merci Louis. Et sinon, juste pour terminer un peu cette partie technique, tu parlais, Philippe, tout à l'heure des 3 protocoles qui étaient principalement utilisés, OpenID, etc. Est-ce qu'il y a des protocoles, tu disais qu'ils ont différents niveaux finalement enfin ils marchent pas de la même manière. Est-ce qu'il y en a qui sont à prioriser peut-être que d'autres ? Non, alors en termes de sécurité, c'est le même niveau de sécurité, Okay. c'est leur spectre fonctionnel qui est différent. D'accord. Il y en a qui s'occupent juste d'authentifier des requêtes, d'autres qui vous permettent d'authentifier des requêtes et de donner un peu des rôles, d'autres des contrôles d'accès. Donc on est vraiment sur des périmètres différents. En termes de sécurité, c'est quasiment tous le même niveau de sécurité. Enfin, ça n'a pas les mêmes, évidemment, les mêmes scopes, et du coup, c'est pas la même sécurité, mais en termes de sécurité, vous êtes, quel que soit celui que vous prenez, vous êtes serein sur la sécurité que vous êtes mis en place. D'accord. Okay. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que c'est quasiment jamais des attaques sur les protocoles de sécurité, c'est des attaques plutôt sur l'utilisation qui est mal utilisée ou sur des failles ailleurs. Mais voilà, aujourd'hui, personne qui cache une clé de cryptage, ça sert à rien de faire ça, c'est beaucoup trop compliqué, c'est quasiment infaisable. Alors vous pouvez attaquer sur comme disait Arthur, sur le bon vieux endpoint non sécurisé, c'est beaucoup plus simple. Le bon vieux ghetto user qui reste depuis le développement. Ouais. Ok, bah merci pour toutes ces bonnes pratiques. Avant de terminer, on va parler un petit peu du coup du projet. Finalement, sécuriser son application web, c'est quoi ? C'est quelque chose qu'on va faire dès le début du projet ou c'est quelque chose au final qui va avancer en même temps et évoluer en même temps que les nouvelles fonctionnalités qui vont être incrémentées. Vous conseillez parce que des fois, c'est vrai que dans les cahiers des charges, on voit tout un pavé sur la sécurité en amont. Des fois, quasiment aucune préoccupation de la part des clients. C'est très variable. Donc, quels seraient les conseils sur le sujet ? Je pense qu'effectivement, la vraie sécurité, c'est celle qu'on met dès le début. Pourquoi ? Parce que, par exemple, si vous prenez alors, il y a des sécurités qu'on peut mettre facilement, le SSL, l'authentification, c'est des sécurités assez simples à mettre en place. Par contre, le contrôle d'accès, c'est quelque chose de très compliqué à mettre en place parce que ça nécessite de comprendre ce que fait l'application. Donc, si vous le faites pas au début, c'est quasiment impossible de revenir 2 ans après et dire, en fait, est-ce que cet utilisateur, il a le droit de modifier un dossier? Si vous n'avez pas les specs au moment où vous le faites, c'est mort. Donc, la sécurité, là, il faut que ça soit mis en place dès le début. Enfin, je sais pas, Arthur, toi, ce que tu en penses, mais... Moi, en général, je fais même avant de créer tout ce qui est traitement, tout ce qui est l'intelligence du endpoint, par exemple. Je m'assure que, est-ce que cet utilisateur, il a le droit de faire ça? Est-ce que c'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire? Est-ce qu'il a le bon contrôle d'accès, etc. Je pense que c'est même à faire avant le traitement de la donnée en soi ou le traitement de la requête. Que ce soit la création, de faire une grosse couche, et même quand on développe tout le long du projet, toujours faire super attention sur tous les petits points qu'on a énumérés. D'accord, ouais, du coup, on fait une bonne partie en amont et ensuite on suit au fur et à mesure. Et même si c'est pas, comme tu disais, mis dans le cahier des charges, je pense que c'est la responsabilité du développeur et de l'entreprise qui développe l'application de s'assurer qu'il y a au moins le minimum. Après, oui, il y a des failles qui sont nouvelles, qui sont découvertes tous les jours, donc on peut pas à ce point-là être à jour, mais à minima, les bonnes pratiques... et faire attention, quoi. Limiter la casse. Voilà, c'est ça, limiter la casse. Même ce sera pour moi jamais parfait, parce que des nouvelles failles, il y en a même qui tapent sur les processeurs, sur la mémoire, sur la RAM, etc. Et ça, c'est pas de notre ressort en tant que développeur, je pense. Et du coup, finalement, qu'est-ce que vous mettez en place pour faire le suivi, justement, de la sécurité? Vous faites, je sais pas, des tests de pénétration? Alors, il y a un certain nombre de tests automatisés qui existent. Ouais. Après... en vrai, ça vous sort que des trucs bidons, quoi, parce que ça vous sort les mises à jour de sécurité. Vous avez deux versions en retard, sauf que ça veut rien dire les versions. Ça veut rien dire, non. Je pense que malheureusement, pour faire des vrais tests de pénétration, on l'a eu plusieurs fois chez des clients, c'est fait par des vrais humains qui mettent de l'intelligence, et là, oui, ils trouvent des trucs, quoi. Ils trouvent des trucs, c'est sûr. Il y a pas mal de sites qui proposent des bounties, donc des récompenses, où en gros, vous mettez votre application sur Internet, vous dites, je donne 500 € à celui qui me trouve une faille. Et en fait, du coup, il y a pas des hackers professionnels, mais des gens qui sont intéressés par la sécurité informatique, qui sont à jour, qui vont tout faire pour essayer de récupérer donc ces 500 €. Et donc, ça vous permet, contre un petit pécule, de tester toute votre application. Et plus vous mettez d'argent, plus il y aura de gens qui vont vouloir tester. Ou même mettre en place, faire une audit de sécurité, c'est pareil. Oui, du coup, je pense que c'est pas plus les mêmes prix. Mais je pense que ça peut être une alternative pour des gens qui sont vraiment...
Après, vous mettez une applicatif, pas de prod ou quoi que ce soit, mais je pense que ça peut être une bonne alternative. Moi, je sais pas si avec les bounty, on te propose la solution. Je sais qu'avec mon avis, non, un audit de sécurité, souvent on te propose un patch correctif où on te situe bien le problème. Alors, je sais pas si avec un bounty, on te le situe. Je pense qu'il vous dira comment il a fait, mais, mais bon, c'est déjà pas mal déjà pour avant de payer un audit à 30 000 €, peut-être mettre une bounty à 2000 balles. Et puis, bon. Ouais, c'est. Après, moi, je dis ça, je suis pas chef de projet, c'est pas mon argent. Et du coup, en parlant de prix, finalement, sécuriser son appli web, si on parle d'une version un peu minimale de la sécurité, ou en tout cas le minimal qu'il faut, est-ce que ça a un prix finalement supplémentaire au coût du développement? Tout a un prix. Camille, voyons. Camille, enfin, tout a un prix. Après, c'est toujours pareil, c'est le prix. C'est difficile de dire par rapport à quoi vous le comparez. Est-ce que vous comparez à une faille potentielle exploitée? Du coup, ça coûtera pas cher. Mais c'est compliqué pour le client de payer encore plus cher pour faire de la sécurisation. Il a un peu l'impression de faire de la surqualité. Tout à fait. Mais bon, c'est un sujet super important. C'est un vrai sujet. Mais ça a encore très très peu dans les cahiers des charges, la sécurité. Enfin, ça... Ouais, on en voit rarement. T'as vaguement une phrase de temps en temps, mais ça s'arrête là, quoi. Après, est-ce que la sécurité aussi, quand un développeur va faire son application, forcément il y aura des failles sur toute l'application il aura développé, il y aura forcément des failles derrière. Enfin, je pense que c'est aussi humain d'un autre côté. Donc c'est vrai que c'est intéressant de faire des tests bounty sur des applications qui sont à risque. Souvent. Merci du coup les gars pour vos retours d'expérience sur la sécurité. On va passer du coup au coup de cœur, coup de gueule. Coup de cœur, coup de gueule. Philippe, t'avais quelque chose à nous partager aujourd'hui. Ouais, alors en plus c'est un rapport avec la sécurité, donc je me dis... Super. Je suis au sommet. Non, on aurait pu en parler, ça aurait pu faire l'objet d'une rubrique à part entière, c'est ce qu'on appelle les WAF, qui sont les Web Application Firewall. L'idée d'un WAF, c'est un firewall donc, qui se pose au niveau application et qui va filtrer les requêtes entrantes et sortantes de votre application et essayer de déterminer si la requête est légitime ou pas légitime. En gros, c'est une espèce de couche de sécurité qui va analyser la requête HTTP généralement et qui va vous dire est-ce que cette requête elle est potentiellement suspicieuse et auquel cas il la dégage. D'accord ? C'est une bonne manière de fonctionner quand vous avez une application que vous maîtrisez pas bien. Vous mettez un WAF devant, ça va vous protéger de pas mal d'attaques sans pour autant maîtriser bien le code de l'application. Alors c'est toujours mieux de mettre la sécurité dans l'application, mais si vous n'avez pas les moyens de faire ça, vous pouvez mettre en place un WAF. Donc c'est plutôt bien fait, vous en avez plein, vous pouvez faire sur des Nginx en mode qui s'appelle Naxi qui est open source, vous pouvez le faire sur Amazon ou sur différents trucs, il y a plein de fournisseurs de WAF, ça fonctionne bien et le coup de le coup de gueule du truc, c'est que c'est super compliqué à mettre en place parce que grosso modo, il faut jouer entre les différentes règles de sécurité pour ne pas faire en sorte qu'il y ait trop de faux positifs et du coup qui bloquent l'application. Si vous utilisez des applications standards type des WordPress, vous avez déjà des modèles de sécurité. Par contre, si vous avez une application spécifique, il faut jouer finement avec le WAF pour arriver à bloquer un maximum d'attaques potentielles et à laisser passer les attaques légitimes. Du coup, si on résume, c'est super cool. Mais attention à mettre en place. Du coup, ça bloque quoi comme type d'attaque? C'est du DDoS, Non, ça va pas bloquer ce type d'attaque. Ça va bloquer par exemple typiquement les injections. Si dans un post ou un truc comme ça, il y a du bout de SQL, il va te le dégager. S'il y a un bout de JavaScript, il va te le dégager. Ah oui, d'accord, ça va vraiment lire ce qu'il y a dans la requête. Ouais, c'est vraiment du niveau applicatif. C'est niveau 7, niveau OSI. Ça va taper dans la requête. Alors du coup, ça a un petit coup en termes de perf parce qu'effectivement, ça filtre et ça analyse la requête. Par contre, ça permet de dégager pas mal de choses. Ça fait une sorte de regex dans l'idée, quoi. Dans l'idée, c'est un peu plus compliqué que ça, mais ça fait des regex dedans. Ça va vérifier, par exemple, dans les headers HTTP qu'il n'y ait pas des trucs chelous qui se passent. Ça peut aussi faire des contrôles, par exemple, de dire, j'autorise pas des adresses IP du Nigeria parce que je sais qu'il y a beaucoup d'attaques à la nigériane. Ça peut faire ce genre de choses. Et en tout cas, c'est un firewall de type applicatif qui est assez intéressant à mettre en place. Je pense que ça va devenir, dans les prochaines années, quasiment le standard des hébergeurs de mettre un WAF en entrée. Aujourd'hui, c'est pas encore le cas parce que c'est dur à mettre en place, mais petit à petit, on va aller vers ce genre de choses. C'est-à-dire, c'est tout nouveau? Alors c'est pas tout nouveau, ça fait quelques années, c'est dur à mettre en place, donc généralement les clients le mettent pas, mais c'est quand même une sécurité qui est intéressante à mettre en place. Bon, on se retrouve du coup d'ici quelques années pour voir si c'est devenu un standard. C'est ça. Un podcast sur les WAF. La sécurité. En plus, c'est un autre intérêt que vous voyez pas forcément, c'est que ça peut aussi faire un certain nombre de contrôles de flux. Ça peut dire par exemple que Romain et son adresse IP de Romain, elle fait beaucoup trop de requêtes, par exemple pour un humain, et du coup c'est chelou que Romain il fasse 300 000 appels à la get client. Du coup, ça va bloquer Romain. Romain il clique vite, mais quand même. Ça peut rajouter des couches de sécurité qui sont pas dégueu, quoi.
Ok, super. Bon, bah merci. Et puis, on s'en reparle dans un petit temps pour voir si c'est devenu le standard. Du coup, bah, c'est la fin de ce podcast. Je vous remercie à tous d'avoir participé. Et puis, à vous de nous avoir écoutés. Et on se dit à tout bientôt. Salut, salut! Ciao! Salut! Bye. Salut. Au revoir.